Hello, bienvenue sur Reportart. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'analyse d'œuvres d'art dans un film. Bon, je pense que c'est pas trop compliqué à deviner aujourd'hui et de toute façon t'as déjà vu le titre. Donc aujourd'hui on va enfin continuer la série de vidéos sur la saga Harry Potter et aujourd'hui on va s'attaquer au 4. Comme la rentrée approche pour certains, je me suis dit que c'était pas mal de faire une analyse sur ce film-là. Le 4 du coup c'est Harry Potter et la Coupe de Feu où on va avoir notre pauvre Harry Potter qui va se retrouver dans un tournoi de sorciers où il va devoir effectuer différentes épreuves contre des sorciers d'autres écoles. Bien évidemment si t'as pas vu les Harry Potter, mais ça m'étonnerait, mais au cas où il y a des spoils. Ensuite, il y a des œuvres dont je ne vais pas forcément parler parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et aussi, contrairement à d'habitude, on va pas forcément parler que d'œuvres qui sont réinterprétées à la sauce sorcier ou qui sont copiées-collées dans le film. On va aussi parler des ressources qui ont servi à créer les différents lieux qu'il y a dans Poudlard et aux alentours. Donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, on va commencer avec tout ce qui rappelle un petit peu le Moyen-Âge et la Renaissance. Et on va commencer par l'architecture. Et déjà, par la chose la plus principale à Poudlard, c'est le château, l'architecture de l'école. Je vais te dire toutes les ressources qui ont pu servir au château, mais au fil des films, le château a pas mal évolué, donc il y a des sources qui vont être valables par exemple pour le premier film, d'autres qui seront valables pour les films suivants, etc. etc. Certains passages des films ont été aussi directement tournés dans les lieux que je vais te citer, surtout au moment où c'est les premiers films et que l'équipe ne peut pas encore se permettre budgétairement de faire des répliques en studio. Donc pour le château, l'équipe de décorateurs se dit qu'il faut quand même un bâtiment assez ancien puisque l'institution doit dater d'il y a au moins 1000 ans. Donc il faut quand même un vieux bâtiment. Donc pour ça, ils vont se baser sur les deux plus vieilles écoles de l'Angleterre qui sont Oxford et Cambridge. Les deux universités sont des exemples de ce qu'on appelle le gothique international ou européen, qui est un style architectural du Moyen-Âge. On va aussi retrouver des cathédrales comme ressources, comme la Christ Church, Durham ou encore Gloucester. On va aussi retrouver un château qui s'appelle le château Alnwick. Ensuite on va passer à l'intérieur du château et plus particulièrement à la grande salle. En fait on va retrouver les mêmes dimensions que la pièce du XVIe siècle de la Christ Church, mais pour ce qui va être de la voûte, elle est directement tirée du Westminster Hall avec quelques petites modifications. Autre élément important de l'école, ça va être la bibliothèque, où notamment dans ce film, Harry, Hermione et Ron vont faire des recherches pour aider Harry à résoudre une énigme. Pour ce qui est de la bibliothèque, elle va tirer son esthétique de la bibliothèque du duc Humphrey, qui date du XVe siècle, et c'est une bibliothèque qui fait partie des bibliothèques bodléiennes de l'université d'Oxford. Ensuite, il y a aussi quelques objets, un grand nombre d'objets en fait, dans Harry Potter qui va tirer aussi ses ressources de la Renaissance et du Moyen-Âge, donc on va avoir un peu tout ça. Alors on va commencer par deux objets qui sont très spécifiques à ce film-là, ça va être ce que j'ai appelé la coupe de choix, donc c'est là où les élèves déposent leur nom pour participer au fameux tournoi. Et il y a du coup aussi le trophée des vainqueurs pour la personne qui va gagner ce tournoi. Alors ce sont quand même des coupes qui font largement penser au Graal des légendes arthuriennes. Tout comme les chevaliers de la table ronde, les sorciers choisis pour le tournoi vont devoir traverser différentes épreuves jusqu'à l'obtention du trophée des vainqueurs. Et notamment aussi les critères de sélection de ce que j'appelle la coupe de choix se basent un petit peu sur les mêmes qualités qui sont cherchées pour toute personne ayant pour quête le Graal. Ensuite on va passer aux objets de Dumbledore, notamment son lutrin en forme d'aigle qu'il utilise pour tous ses discours. On va aussi retrouver la fameuse pancine et ces deux objets sont en fait des objets qui appartiennent aux églises. Pour le lutrin, il est en forme d'aigle, Dumbledore dépose ses notes sur les ailes de l'animal. Dans le monde moldu, on en retrouve principalement dans les églises et cathédrales anglicanes. Alors, pourquoi un aigle et pas un autre animal? L'animal en fait il va rappeler l'apôtre Saint Jean, c'est l'animal qui le représente et il fait partie des apôtres les plus proches du Christ. L'aigle va aussi être considéré comme volant extrêmement haut et par conséquent comme étant l'animal le plus proche des cieux.
Il symbolise aussi la lutte du bien contre le mal, la tolérance, la propagation de la parole divine, etc., etc. Pour ce qui va être de la pancine, elle rappelle bien entendu les bénitiers que tu retrouves à l'entrée des églises. Pour les croyants, ils vont tremper leurs doigts de la main droite et faire le signe de croix. C'est ce qu'on va appeler une méthode de purification par l'eau. Et dans le film, Dumbledore, lui, va purifier ses pensées en retirant ses souvenirs pour les conserver dans la pancine. Autre élément un peu architectural, ça va être les fameux vitraux du château. Dans ce film-là, on va en voir principalement deux. Le premier, c'est lorsque Neville, traumatisé par un cours de défense contre les forces du mal, se retrouve à être littéralement en PLS en regardant un vitrail. I mean, did you see Neville's face? Le vitrail va représenter une femme âgée et lorsque la pluie va s'abattre sur la vitre, le spectateur aura l'impression qu'elle pleure. J'ai pu voir que certains voient en cette image une allusion à la mort des parents de Neville, mort qui sera expliquée dans le prochain film. Ensuite, l'autre vitrail qui est peut-être un petit peu plus impressionnant, c'est celui qui se trouve dans la salle de bain des préfets. Harry va se rendre dans cette salle de bain pour résoudre l'énigme de la deuxième épreuve du tournoi. Factuellement, le vitrail représente ce que va devoir affronter Harry pendant l'épreuve. Au fond, on retrouve Poudlard, au centre le blason de l'école, puis bien évidemment le lac noir et une de ses habitantes, qui sont donc les sirènes. Mais ce vitrail m'a fait penser à une histoire, et même s'il n'y a pas forcément de lien sûr et certain entre les deux, je me suis dit que ça serait intéressant de te la raconter. Donc ce vitrail m'a fait penser à l'histoire de Mélusine. Je vais essayer de te résumer l'histoire au mieux parce qu'il y a eu plusieurs versions et en barre d'infos tu pourras trouver un article qui parle justement de toutes ces versions si tu veux voir un petit peu tout ça. Mélusine, c'est une jeune femme maudite et elle se transforme en serpent tous les samedis. Si elle est aperçue lors de sa transformation, elle sera condamnée à jamais. Dans le même temps, on a un certain Raymondin, un noble de Poitiers, qui tue par accident son oncle lors d'une chasse au sanglier. Dans cette même forêt, il va rencontrer Mélusine qui va le réconforter. Elle va aussi lui promettre qu'elle fera de lui un très puissant seigneur si Raymondin l'épouse et surtout, il doit lui promettre de ne jamais chercher à la voir le samedi. Raymondin accepte et effectivement, le couple vit dans la prospérité et leur puissance ne fait qu'augmenter. Ils ont beaucoup d'enfants, dont un certain nombre qui vont devenir des rois par divers mariages. Mais un jour, on a le frère de Raymondin qui vient lui rendre visite et qui va raconter un petit peu tous les ragots qui se disent sur Mélusine. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est quand même un petit peu étrange qu'elle disparaisse tous les samedis et qu'elle demande à avoir toujours ce jour de libre. Du coup, le frère de Raymondin va un peu lui suggérer l'idée que potentiellement sa femme le trompe. Raymondin, bien entendu, fou de jalousie, va alors faire un trou dans la porte de la salle où Mélusine se baigne sous forme de sirène. Raymondin ne le dit à personne pour le moment, mais lors d'une dispute, il laisse échapper « Ah, très fausse serpente, par Dieu, toi et tes hauts faits, vous n'êtes que fantômes et aucun des héritiers que tu as portés ne fera son salut. » À cette annonce, Mélusine est découverte, s'envole par la fenêtre sous forme de serpent ailé, et on ne la verra plus jamais. Comme tu l'as constaté dans l'histoire que je te raconte, tantôt Mélusine elle va être décrite comme une femme serpent et tantôt comme une sirène. Et dans son iconographie, dans les arts, c'est aussi cette ambiguïté qu'on va retrouver. Tantôt elle est représentée en femme serpent, tantôt elle est représentée en sirène. Donc du coup c'est son aspect forcément sirène qui m'avait fait penser à ce vitrail, je trouvais ça intéressant de t'en parler. Maintenant qu'on a quand même fait un grand tour de Poudlard, on va se diriger vers la salle commune de Gryffondor, mais pour ça il va falloir traverser certains couloirs. Comme tu as pu le voir dans l'extrait, sur ces murs, il y a différents tableaux que je n'ai tout simplement pas réussi à identifier. De 1, c'est très possible que ce soit des tableaux qui sont créés par les décorateurs et qui ne proviennent pas d'une œuvre en particulier. Donc
Si t'as une révélation en voyant un de ces tableaux et que tu dis mais si ça c'est une œuvre, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et moi ce qui m'a intéressée c'est un détail qu'on voit pas trop, c'est ce qu'il y a derrière ces tableaux. En fait il y a une tapisserie. Cette tapisserie elle s'appelle la licorne traversant le fleuve et elle daterait de 1495-1505 dans ces eaux là. En fait, cette tapisserie fait partie d'un ensemble de tapisseries qui forment la série des tapisseries de la licorne. Et c'est un véritable chef-d'œuvre du Moyen-Âge, et surtout qu'elle nous est arrivée dans un bon état. Parce que les tapisseries, c'est quand même un peu compliqué à conserver et à garder, donc c'est quand même assez fantastique qu'on puisse la voir encore aujourd'hui dans cet état-là. Dans cette série, on va suivre le destin de cette pauvre licorne. Dans l'ordre, les chasseurs s'en vont à la chasse. Ensuite, ils vont trouver une licorne agenouillée devant une fontaine. Elle est entourée par divers animaux aux origines diverses. Les plantes qui l'entourent ne sont pas un simple décor et des plantes posées par là, mais en fait ce sont des plantes qui sont à la fois toxiques et d'autres médicinales. Ensuite, les chasseurs vont attaquer la proie qui, elle, va tenter de s'échapper. Donc c'est celle-ci qui est présente dans le film. Celle-ci, elle se décourage pas et elle arrive à se défendre malgré le fait qu'elle soit totalement blessée. Par la suite, la licorne sera malheureusement apprivoisée par une servante qui est qualifiée de pure. Et le chasseur qui est juste derrière va sonner l'alarme avec sa corne pour que les autres chasseurs rappliquent et puissent capturer la bête. Les chasseurs entrent enfin au château et dans cette tapisserie, il va avoir deux chapitres. Le premier, en haut à gauche, les chasseurs vont achever la pauvre bête. Puis, dans le second chapitre, plus en bas à droite, les chasseurs vont livrer la bête au châtelain. Sa corne a été coupée, mais elle pend toujours. Dans certains cas, comme celui-ci, la licorne, elle va être vue comme une allégorie du Christ. Ici, tu peux le voir avec ce collier végétal qui peut rappeler la couronne d'épines. Pour finir, il y a une dernière tapisserie très connue. Elle représente la licorne enfermée dans un enclos. Contrairement aux autres tapisseries, elle n'est pas créée pour continuer la narration, c'est vraiment un petit peu comme une image singulière dans cette série. La licorne, elle est captive, mais on remarque qu'elle n'est pas si mal traitée que ça, puisqu'au vu de la hauteur de l'enclos et du peu de solidité de la chaîne, elle pourrait s'échapper très facilement. Aussi, les coulures rouges qui sont sur son pelage ne correspondent pas au sang qu'on pouvait voir sur les autres tapisseries. Ici, c'est du jus de grenade, puisque lorsque les fruits mûrs de l'arbre qui se trouve juste derrière sont du coup trop mûrs et tombent au sol et s'éclatent, ils projettent leur jus sur la licorne. Comme je te l'ai dit, pour la tapisserie du film, ça correspond au moment où la licorne est chassée. Au niveau de l'iconographie et de la pratique de chasse, les chasseurs utilisent les mêmes techniques que pour la chasse aux cerfs. C'est-à-dire de longues lances et des troupeaux de chiens qui surveillent, poursuivent et parfois attaquent la proie. C'est assez simple de deviner aussi que ces chasseurs sont nobles parce qu'il y a le château au fond, mais aussi parce que c'est une pratique de loisir des nobles. Le lien avec Harry Potter se fait quand même assez facilement puisque dans le tout premier film, des licornes sont tuées pour leur sang afin de maintenir en vie Voldemort. Après cette déambulation, on arrive enfin à la salle commune de Gryffondor. Certaines œuvres ont déjà été expliquées, donc je te laisse aller voir les vidéos précédentes, mais dans ce film-là, on voit un nouveau tableau qui est un tableau que j'adore. Dans le film, il s'agit du portrait d'une jeune sorcière, mais dans le monde moldu, il s'agit de James McNeill Whistler, symphonie en couleur chair et rose, portrait de Madame Frances Leyland, qui a été réalisé entre 1871 et 1874. Alors, je t'avoue que c'est une de mes œuvres préférées, donc je risque de beaucoup parler, mais ça va être intéressant, ne t'en fais pas. Whistler, c'est un peintre états-unien, mais qui va passer la plupart de sa vie entre Londres et Paris. L'œuvre est commandée en 1871 par un certain Frederick Leyland, qui est en fait le mécène de Whistler. L'œuvre représente la femme de Monsieur Leyland, donc qui s'appelait avant mariage Frances Dawson, devenue Frances Leyland. Celle-ci, elle va épouser Frédéric en 1855. Whistler, pour ce portrait, va utiliser des teintes de rose pour faire ressortir les cheveux auburn de sa modèle. Elle porte une longue robe constituée d'une multitude de couches et cette tenue est créée par Whistler lui-même. Tu peux repérer que Whistler a aussi beaucoup regardé l'art japonais et plus particulièrement les estampes.
Tu le vois avec cette branche d'amandier qui s'intègre dans le décor, ainsi qu'avec les motifs nattés du tapis, motifs nattés que tu retrouves aussi sur le cadre que Whistler a fait. Il y a aussi sa fameuse signature en forme de papillon qui est imprégnée par l'art japonais. En fait, c'est un monogramme de ses initiales, JMW. Whistler, il va faire partie de ce qu'on appelle l'Aesthetic Movement. Donc pour faire simple, l'idée c'est de faire de l'art pour l'art. On cherche pas forcément un sens, on cherche pas forcément une morale ou ce genre de choses. Le but premier c'est d'aller vers la beauté et de faire du beau. Le visuel est ce qu'il y a de plus important. Aussi, on va mettre au même plan beaux-arts et art décoratif. Ici, tu peux remarquer que l'attention est autant portée sur le modèle que sur le décor, mais aussi sur le cadre qui fait entièrement partie de l'œuvre et pas juste un cadre pour pouvoir accrocher l'œuvre. Même si c'est la recherche du beau qui prime, le portrait remplit les fonctions de son genre, c'est-à-dire immortaliser et mettre en valeur son modèle. Whistler il continuera de modifier la toile en 1874, mais pour lui il va jamais la considérer comme finie. Pour la petite note biographique, Whistler c'est un peintre qui est extrêmement proche des Leyland, que ça soit de Francis et de Frédéric, et ici il rend parfaitement hommage à Francis Leyland. Et il faut savoir que ce portrait devait être assorti avec un portrait en noir de Frédéric Leyland, mais aujourd'hui les deux œuvres sont séparées. Je t'en ai suffisamment dit sur cette œuvre, mais du coup c'est quoi le lien avec Harry Potter? En fait, cette jeune sorcière qui est représentée sur le tableau serait McGonagall, et tout comme Whistler, le peintre sorcier qui a peint McGonagall a bien réussi à rendre hommage à cette sorcière iconique. Bon, on en a un peu marre de traîner toujours dans Poudlard, et pour une fois, on va sortir un petit peu du château et on va aller voir les différents lieux pour les tournois. Tout comme au début de la vidéo, ça va pas être des copier-coller d'œuvres existantes, mais on va parler des différents lieux qui ont servi de ressources pour créer ces terrains. Je trouvais ça quand même intéressant de t'en parler parce que les paysages, c'est joli aussi la nature, donc on va parler un petit peu de tout ça. Le tournoi a déjà commencé, c'est bientôt à Harry d'aller affronter son dragon, donc on va tout de suite aller voir ce qui s'y passe. Stuart Craig, qui est le directeur artistique des sagas Harry Potter, et ses équipes ont eu pour la volonté pour cette arène de la réaliser comme une sculpture. Pour ça, il va y avoir différents lieux qui vont leur servir de ressources. Ils vont se servir des Still Falls et surtout de Black Rock Gorge. Donc je te laisse regarder ces images comparatives et on voit quand même d'où viennent les ressources. La deuxième épreuve va bientôt commencer, donc il va falloir aller au lac. On n'a pas très envie d'aller voir les bêtes qui sont dedans, mais on va y aller. Welcome to the second task. Last night, something was stolen from each of our champions. A treasure of sorts. These 4 treasures, one for each champion, now lie on the bottom of the... Cette fois-ci, on se retrouve dans un lac gigantesque qui peut rappeler un petit peu les lochs d'Écosse. Et c'est normal, puisqu'il y en a plein qui ont servi de ressources. Cette fois, on va retrouver le Virginia Water Lake, ensuite le Loch Shiel, le Loch Helt, je suis désolée pour ma prononciation, mais je fais comme je peux. Ensuite, nous avons le Loch que tu vois affiché parce que je vais galérer à le prononcer. Et pour finir, nous avons le Loch Haber, avec un accent particulier encore une fois, mais voilà les différentes ressources pour le lac. Mais sur ce lac, il y a d'autres choses. Il y a des tribunes qui sont en plein milieu du lac. Et il faut savoir que c'est pas des tribunes qui ont été réalisées juste comme ça, puisqu'en fait les décorateurs se sont plongés dans l'époque victorienne. En fait, ils ont trouvé des fameuses jetées qui étaient amenées par des rails en plein milieu de la mer ou autre à cette époque. Ce sont pas les simples jetées que tu peux voir le long des rives, c'est vraiment des jetées qui étaient mises en plein milieu de l'eau. Les décorateurs, ils ont fait ce choix parce que ils se sont dit que voir les spectateurs qui attendent le long de la rive, ça apporte pas forcément un côté impressionnant, ça permet pas de jouer avec ce suspense, cette tension, etc. Alors que avoir tous les spectateurs en plein milieu de l'eau en train d'attendre les participants et de voir s'ils sont en train de se noyer ou non, ça ajoutait un petit peu plus de tension. Ça va être la dernière épreuve et on va aller voir cet énorme labyrinthe qui fait extrêmement peur.
Cette fois, le labyrinthe a été inspiré de celui du Fort William. Le but, c'est de faire un labyrinthe gigantesque pour rendre ce passage impressionnant, mais aussi montrer que l'épreuve est bien entendu extrêmement compliquée. Where are we? Malheureusement, on a un tout petit contretemps pendant cette dernière épreuve et ça va nous amener à la dernière œuvre de la vidéo. Il s'agit du tombeau du cardinal Cincio Aldobrandino qui se trouve à Saint-Pierre-aux-Liens à Rome. Cette œuvre elle est réalisée entre 1705 et 1707. C'est le prince Giovanni Battista Pamphili Aldobrandini qui commande cette œuvre pour commémorer le décès de son ancêtre. Il demande alors à l'architecte Carlo Francesco Bizzarri et au sculpteur Pierre Legros le Jeune de réaliser ce monument. La tombe funéraire est alors encadrée par des colonnes dont des putti siègent à leur sommet, ce sont ces petits anges, petits garçons. L'un tient des étoiles et l'autre le soleil. Lorsque l'on descend un peu plus, on remarque un blason et en fait c'est celui de la famille Aldobrandini, qui est une famille noble originaire de Florence dont fait partie le cardinal et le prince. En parlant du cardinal, il est le neveu du pape de son époque, Clément VIII. Sur le monument, tu as aussi tout un jeu avec les couleurs de ces différents marbres. Ensuite, l'élément qui va bien évidemment attirer notre œil, c'est ce squelette drapé, ailé, tenant une faux, qui siège juste au-dessus du tombeau. Bien entendu, il s'agit d'une faucheuse, allégorie de la mort qui vient nous cueillir. C'est principalement ce motif qui est réutilisé pour la tombe de Tom Riddle, ou Jedusor en français, aussi appelé Voldemort. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que Peter Pettigrew enferme littéralement Harry Potter dans les bras de la mort et permet accessoirement la résurrection de Voldemort. Harry Potter, il est relâché uniquement par Voldemort pour se retrouver en duel contre lui. Voldemort, aka une personnification quand même du mal et de la mort. Et voilà pour les œuvres d'art dans Harry Potter. J'espère que t'en as appris plus, que t'as trouvé ces quelques petites références dans les films. N'hésite pas à la partager. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche prochain, 9h. Salut!